Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode en deux parties du podcast Retail Squad. Retail Squad, le podcast dédié aux personnalités qui font le retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Je reçois Olivier Dauvers qui, dans la première partie diffusée la semaine dernière, nous parlait de son parcours et de ses inspirations. Dans cette deuxième partie, nous allons parler innovation et vision du retail de demain. Olivier Dauvers, bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour participer à ce nouvel épisode de Retail Squad. Si on parle innovation et tendance, quelles sont selon vous les innovations les plus prometteuses dans le retail actuellement, dans ce que vous avez observé ces dernières années? Je pense que il faut chercher évidemment dans le registre plutôt des tech, de la techno, qui est un registre qui fait fantasmer beaucoup, en oubliant que la clé de succès d'une tech, d'une techno, donc d'une innovation dans le retail, c'est qu'apporte-t-elle aux commerçants, aux clients, parce que c'est rarement les deux à la fois, et y en a-t-il qui apportent aux deux? Il faut tout trier comme ça. Il y a une techno qui apporte aux deux, c'est l'encaissement automatique, quelle que soit sa forme. Parce qu'il y a mille façons. C'est du self-scanning sur son téléphone portable, c'est des bornes, des automates, tels qu'on le voit aujourd'hui en caisse de supermarché, là où c'est de la lecture optique, ou c'est de la RFID, comme chez Decathlon par exemple, avec un bac, une cuve, qui est un lecteur de puces RFID en réalité dans lequel je mets mes articles qui sont lus instantanément. Donc il y a plein de techno derrière cette idée de l'encaissement automatique. Pourquoi je mets ça en avant et en haut de tout? Parce que il y a les deux intérêts, pour le commerçant, pour le client. Pour le commerçant, évidemment, l'encaissement automatique, c'est une façon de baisser les coûts. Il va y avoir beaucoup de cynisme dans ce que je dis. Ça signifie pas que je le souhaite d'un point de vue social, mais je constate. Et ma liberté intellectuelle m'oblige, quand je constate quelque chose, à ne pas l'effacer au prisme de mes convictions. Mes convictions, elles sont légitimes, chacun en a, mais quand il y a des faits, les convictions passent après les faits. Donc, une ligne de caisse, c'est, pour faire simple, je pense dans une grande surface notamment, c'est 25% des frais de perso. Quand vous avez la capacité, non pas d'effacer 25% des frais de perso, mais de diminuer 25% des frais de perso, alors que dans le même temps, vous êtes engagé dans une concurrence à la vie, à la mort sur les prix. Est-ce que vous regardez ou pas? Bien sûr qu'il faut regarder. Après, c'est à quelle vitesse j'y vais. Casino y est allé beaucoup trop loin pour une seule raison, baisser les coûts. Et c'est là où il faut accepter de dire, pour qu'une techno s'impose, il faut piloter les deux sujets en même temps. L'intérêt commerçant, l'intérêt consommateur. Donc l'intérêt commerçant de l'auto-encaissement, il n'y a pas de doute, faire baisser les prix. L'intérêt pour le client, c'est la liberté qu'on lui donne. J'adore cette image qui consiste à repartir de sémantique. Le libre-service, c'est deux mots qu'on a mis ensemble. Libre et service. Le premier des deux, c'est quoi? C'est libre-service. Parce que ça donne de la liberté à celui qui agit. On va faire un pas de côté pour aller ailleurs avant de revenir sur le commerce proprement dit et l'encaissement. Il y a une dizaine d'années, il y a eu cette mue du check-in dans les aéroports. Où avant, vous alliez à un comptoir, vous donniez votre pièce d'identité, on dit « Bonjour monsieur Duchemol, vous êtes on a un bagage, machin, tout ça, et je vous donne ma carte d'embarquement. » Et là, qu'est-ce que je faisais? Je découvrais ma place. Ah ouais, mais non, mais je voudrais pas être en 12C, mais j'avais prévu d'être, enfin, n'importe quoi, en 48B. Mais à ce moment-là, le check-in, il avait humanisé cette relation, mais il y avait un sujet négatif, la place. Le libre service, puisque maintenant on nous demande de nous enregistrer. Qui n'a jamais remarqué qu'en s'enregistrant on pouvait choisir sa place? Donc, on a une action qu'on va décider, et accessoirement il n'y aura pas de surprise au moment venu, sauf exception évidemment. Mais dans les faits, on lui a donné la liberté de choisir sa place. Tout en conservant le service, puisqu'il peut choisir sa place. Mais bien sûr. Et donc, on oublie ça de manière totalement grivoise, mais je l'assume aussi, dans les années, alors je sais pas quand c'était, 2000 peut-être, qu'est-ce qui a fait le succès des bornes vidéo, libre-service, qui ont tué les vidéoclubs? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que vous aviez la liberté d'aller louer un porno sans que personne vous voit. Sans que personne vous voit. Alors on peut discuter de l'avancée que représente cette liberté. Ça, je suis d'accord. Mais dans les faits, c'est une liberté. Voilà. Donc, le mot libre est un mot très important dans le libre service. Ça ne justifie pas de tout passer en libre service, j'ai pas dit ça non plus. Mais donc, une fois qu'on a compris ça, ben ouais, on lui donne une liberté d'aller à son rythme, d'acheter ce qu'il veut. Ah, et la conséquence, c'est qu'il y aura toutes les caisses ouvertes parce que ça suppose pas qu'il y ait des hommes et des femmes présentes. Et quand bien même il attend, comme c'est du temps actif, parce qu'il va jouer à la marchande, ça passe plus vite que le temps passif où on regarde quelqu'un. Donc en fait, il y a un bénéfice pour le conso. Et donc, on fait une expérience presque. Ouais, alors on va pas non plus s'enflammer, mais en tous les cas, on peut considérer, sauf si vous avez un caddie blindé ras la gueule, évidemment, mais que pour la moitié des paniers dans un hyper ou dans un super ou dans un commerce spécialisé, en réalité, c'est un service que l'on vous rend de vous permettre de vous encaisser.
Et c'est vrai d'ailleurs que les bornes libre-service sont souvent limitées à une taille de panier. Mais parce que sinon, pour scanner 100 articles, un caissier ou une caissière ira toujours plus vite que moi. Parce que lui, par expérience et par habitude, il sait où est le code barre presque de tous les articles. Regardez, nous, quand on scanne, on est en train de chercher là. Mais non, c'est là, je te dis. Mais non, regarde, il est là. Donc, j'accepte l'idée que ça va pas forcément plus vite. Par contre, je revendique le fait que dans la perception, ça va plus vite. Et comme c'est la perception qui dicte le ressenti et le comportement derrière, Bien sûr. ben voilà. Donc voilà, ça pour moi, c'est une techno, c'est une évolution, c'est une innovation. Certains sont allés très vite, trop tôt. Je me rappelle d'un Intermarché à Rennes en 2000, je dirais 2004 ou 2005, qui avait passé toute sa ligne de caisse. Toute. En automatique. En automatique. Évidemment, il a fait demi-tour. Eh oui. On a l'exemple contemporain de Casino, qui est allé trop loin. Aujourd'hui, les repreneurs remettent des caisses, c'est des vraies caisses avec des vrais gens. Voilà. Donc le sujet, c'est pas la direction, c'est l'intensité, c'est la vitesse. Intéressant. Parce que justement, c'est quelque chose que je conserve de mes études. Un des principaux challenges de la grande distribution, que je trouve aujourd'hui n'a pas été vraiment réglé, c'est le nombre de manipulations d'un produit entre le moment où on le prend sur l'étagère et où on le range dans son placard ou dans son frigo. Et moi, j'ai longtemps pensé que les caisses automatiques, ce type d'initiative, n'avaient que pour seul objectif d'essayer de réduire ce nombre de manipulations qui, je crois, est de 6 à 7 fois. Vous manipulez le produit entre 6 et 7 fois entre le moment où vous le prenez dans l'étagère et au moment où il finit dans votre placard. Et ça, en termes d'expérience client, c'est redoutable parce que c'est casse-pied. C'est casse-pied à une nuance que celui qui fait ça est bénévole quand il le fait. Donc ça n'a pas de coût et ça n'anime pas la chaîne de valeur, alors que quand je fais qu'une manipulation, je prépare mes courses dans un entrepôt et je le livre au domicile chez le client, là on réduit sacrément le nombre de manipulations. Oui, mais comme on sous-traite ces manipulations à un employé, elles ont un coût et la part des consommateurs qui est prêt à payer pour ce coût est faible. Et c'est quand même toute la limite de mettre du service humain dans cette chaîne de valeur où le niveau de tension économique est super élevé parce qu'il y a une attente pour du prix bas. C'est comme ça. On peut discuter de est-ce que c'est normal que tout soit orienté prix. Moi, quand je fais des posts, et Dieu sait que j'en fais pour reparler du prix, tout ça, je me fais régulièrement tacler par des gens qui disent « Et encore une fois, il n'y a que le prix dans la vie. » Ben, je constate, les gars. Je constate. Moi, je vais le samedi chez Action parce que ça m'éclate, non pas pour faire mes courses, mais pour regarder la vie. Parce que tous les mecs qui me donnent des leçons sur il n'y a pas que le prix dans la vie, ah mais eux ils vont chez Maison du Monde une fois tous les trimestres pour refaire la décoration. Moi je vais chez Action tous les samedis, enfin pas tous les samedis mais 2 samedis par mois c'est sûr, pour vivre à la vie de la conso. Où on entend des gens qui disent non mais prends-le, à ce prix-là tu risques rien. Ça dit tout. En tant que citoyen, dans ce que je produis, ça ne traduit pas nécessairement toujours ma pensée de citoyen. Non, vous êtes un observateur. Voilà. Quand je suis extatique devant le succès d'Action, qui est quand même le temple de la consommation moyennement responsable, pour être clair, en tant que citoyen, ça me pose question. Mais en tant qu'observateur de ce qui se passe, je vais cacher ça au nom de mes convictions qu'il faudrait moins consommer, qu'il faudrait une forme de frugalité. Alors accessoirement, c'est très peu journalistique où on est censé rendre compte d'une forme de réalité. On peut l'éditorialiser, on peut donner un point de vue, mais le point de vue ne doit pas devenir l'essentiel. Et donc, ça serait très loin du journalisme, que je revendique bien évidemment, et ensuite, ça serait pas la réalité, et pour ceux qui vivent ça, c'est une forme de négation de leurs conditions. Ne pas voir qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller chez Action pour avoir le sentiment de consommer, parce que là au moins ils peuvent consommer, ils peuvent repartir avec plusieurs petits objets qui leur font plaisir avec 5 euros de shopping. Allez faire du shopping chez Maison du Monde avec 5 euros. Vous repartez même pas avec une bougie, donc c'est pas la peine. C'est même une forme de condescendance coupable que de ne pas vouloir voir qu'une partie de la population, elle a besoin de ça. Mes convictions ne peuvent pas effacer les besoins d'une partie de la population. Et donc moi, je me refuse à ne pas voir ce qui est la réalité. Et franchement, ça déplaît. Mais je vous comprends parce que je fais souvent le parallèle entre les grandes surfaces et la démocratie. C'est-à-dire que je prends comme exemple le rayon de yaourt. Je vous rejoins dans le sens où effectivement une grande surface c'est un lieu de vie, c'est la cité aussi. Et on est dans des situations où finalement on a un choix qui est assez large, même si on prend toujours les mêmes produits. Mais quand on est face au rayon de yaourt, on a des centaines de références qui vous donnent l'impression d'avoir le choix. Et ça c'est quoi? C'est une liberté. C'est ça. C'est une liberté, même si on choisit au final le même produit que la semaine dernière, j'ai été content de voir qu'il existait du yaourt marron carotte, que j'achèterai jamais. Mais j'ai le choix si je veux de l'acheter. C'est ça, exactement. Exactement. Très intéressant. Je voudrais maintenant vous entendre sur l'avenir du retail. Vous avez évoqué un certain nombre d'avancées qui vont jouer sur l'expérience et sur la structure de magasin. Mais maintenant, quels seront selon vous les éléments clés qui définiront le succès des retailers de demain?
Il y a 2 phases, à mon avis, entre autres, parce que c'est pas les seules, mais qui me semblent importantes, qui vont se dérouler de manière concomitante. D'abord, c'est la fin de la destruction de l'équilibre précédent, je reviens là-dessus, c'est-à-dire on est en train de détruire. Il faut aller jusqu'au bout. Et on a trop de mètres carrés, pour être clair. On a trop d'enseignes. Je vais pas nommer, mais les enseignes les plus faibles n'ont évidemment quand même sacrément moins d'avenir que les plus fortes. Donc, on a trop d'enseignes, on a trop de mètres carrés. Donc, on va purger. Ça, ce mouvement-là, on n'est qu'au début. On l'a déjà entamé presque en banalisant ce qui arrive aux enseignes qui disparaissent aujourd'hui. Il y a 3-4 ans, quand une enseigne textile, par exemple, disparaissait, c'était la une des JT. Aujourd'hui, ça devient ce qu'on appelle un entrefilet. C'est une info parmi d'autres. C'est-à-dire, on commence à s'habituer. Je dis pas qu'il n'y a pas des sujets sociaux pour les hommes et femmes. Attention, encore une fois, j'admets qu'il y a du cynisme dans ce que je raconte, mais si ça sert la compréhension d'une situation, le cynisme est utile. Donc, voilà. Donc, on a besoin de purger. Donc, on va continuer. Et en parallèle de ça, on est en train, à mon avis, de voir émerger 2 grands canaux commerciaux. Évidemment, le e-commerce est très loin de son point d'arrivée. Très très loin, parce que il y a des moments où le e-commerce est une avancée objective, soit parce qu'il fait baisser les prix, soit parce qu'il offre un choix plus large que n'importe quel magasin, et que déjà quand on a dit choix et prix, on est sur 2 éléments un peu massifs du commerce. Donc une forme de vente qui a le bénéfice choix et le bénéfice prix, pour des achats routiniers prémédités, elle m'apporte rien de moins que le magasin pourrait le faire. Donc c'est elle qui va prendre. Par contre, c'est vrai que quand j'ai envie d'être conseillé, accompagné, épaulé, ben là, c'est pas un chatbot sur un site internet qui va m'aider. Au contraire, c'est un conseiller. Mais il y a une part des achats. Si par exemple, moi j'achète toujours le même parfum, quel intérêt d'aller dans un magasin si je sais ce que je veux? Oui, dans l'absolu, vous vous connectez sur le site et puis vous achetez. Un site qui fait de la parfumerie va être monostock en termes de lieu de stockage, comparé à un réseau de parfumerie, et il va avoir des coûts plus bas, ne serait-ce que par le stock. À l'inverse, si je veux changer de parfum, si je veux découvrir quelque chose, ben là j'ai surtout envie d'avoir une parfumerie, peut-être même un conseiller ou une conseillère qui, sachant que j'aime l'égoïste de Chanel, va me dire « Ah, vous aimez les parfums acidulés en fait. Donc regardez, chez n'importe quoi, chez Jean-Paul Gaultier, il y a un truc acidulé, c'est ça. Et elle va pas me faire sentir un truc qui ressemblera pas du tout à ce que j'aime déjà. Et donc ça, c'est jamais un ordinateur avec un truc de senteur qui sort de la clé USB qui va me le faire sentir. Évidemment pas. Donc voilà. On va voir émerger ça. De plus en plus, il y a des catégories de marché qui sont très web perméables et on est très loin du point d'arrivée. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que les magasins sur ces catégories seront que du dépannage. On va prendre en exemple un alimentaire, le Drive, c'est du e-commerce, c'est le Drive, puisque je commande à distance. Ben, le Drive, il va largement se développer encore. Pourquoi? Parce que c'est le même prix qu'un magasin, il y a du service en plus. Factuellement, c'est ça. C'est le même prix qu'un magasin avec du service. Donc, pourquoi ça se développerait pas? Et par contre, toutes les catégories ne sont pas égales. Il y a des catégories très routinières. On va prendre un exemple. Le lait maternisé. Quand vous êtes un jeune couple avec un jeune enfant, vous changez pas de lait toutes les semaines. Voilà. Vous l'avez pour 8 mois, 9 mois. Voilà. Donc vous êtes très routinier. Donc à quoi vous sert d'être exposé à l'offre en magasin pour finalement toujours choisir le Gigos Opti Pro premier âge? C'est vrai. Rien, ça vous sert à rien. Donc le e-commerce dans ces cas-là, si vous êtes très prémédité, ils vous vendent de la facilité. Et donc sur cet exemple-là, moi j'affirme, et ça fait longtemps, que demain, le marché des laits infantiles basculera. Ça veut dire que plus de la moitié de ce marché sera fait en ligne sur les sites de Drive. Et donc, ça veut dire en réalité que le magasin ne sera qu'un lieu de dépannage. Quand j'ai besoin, dans l'instant, d'une boîte de lait, alors que le e-commerce alimentaire me livrera au mieux quelques heures après, ou peut-être même que le lendemain, ben dans ces cas-là, je vais en magasin. Mais je vais accepter l'idée qu'il n'y ait pas toutes les marques de lait. Déjà, je suis bien content qu'il soit ouvert et qu'il y ait du lait. Il y a des catégories où le magasin ne sera que du dépannage. Et donc, en fait, ce mouvement-là que j'ai illustré sur le lait infantile, en fonction de ce que j'appelle la web perméabilité ou la drive perméabilité, et donc, une fois qu'on a fait ça, on se dit, oulala, mais il y a des marchés qui resteront en magasin et d'autres qui basculeront. On va prendre à contrario les arts de la table. Ça, c'est typiquement un marché qui basculera pas. Pourquoi? Parce que vous savez rarement que vous voulez une hirondelle dans le coin haut droit de l'assiette rouge que vous voulez acheter. Vous n'êtes jamais prémédité comme ça. Ou vous voulez un couvert avec une tête de lion en bas et une queue de serpent en haut, que sais-je encore, vous le savez pas. C'est parce que vous êtes exposé à l'offre, que vous le voyez, que vous le touchez, que vous l'essayez, que vous l'associez avec un autre produit. Donc là, le magasin, il sera jamais battu au sens, le centre de gravité ne basculera pas. Ça veut pas dire qu'on n'achètera pas un jour des verres en ligne. Moi, je parle bien des centres de gravité, des grandes masses. Donc il ne basculera pas. Et à ce moment-là, ça veut dire en plus que sur ces catégories-là de produits, le coût de la livraison, en plus, il est presque rédhibitoire. Vous imaginez livrer des verres? C'est autrement plus compliqué que de livrer un iPhone. D'abord, c'est
moins lourd, Ils sont c'est plus plus fragile, et donc au final, vous imaginez, enfin, Non, c'est un casse-tête. logistique. Ouais. Et donc, une fois qu'on regarde les marchés de l'alimentaire comme du non-alimentaire au travers de cette grille-là qui consiste en gros à dire est-ce que le rapport poids-prix-volume est bon? Oui, non. Un pack de cristalline, c'est très mauvais le rapport poids-prix-volume. C'est 1,20 € pour 9 kilos. Donc vous imaginez que le mec qui trouve un modèle économique pour livrer de l'eau, il n'existe pas. Hein. Et je suis assez serein. Tant qu'on n'aura pas inventé l'eau déshydratée, il n'existera pas. Et donc, il y a des marchés totalement web imperméables et d'autres totalement web perméables. Très bien. Dernière petite question justement sur l'avenir et les nouvelles techno, parce que on entend ça aujourd'hui, c'est le terme à la mode, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous la voyez déjà intégrer les grandes surfaces, par exemple pour de la gestion de stock optimisée? Si je suis provoque, et Dieu sait que j'aime l'être, donc je vais commencer par ça, avant d'adopter l'intelligence artificielle, il faudrait commencer par éliminer la connerie naturelle. Parce que, non mais je suis très sérieux, parce que le commerce est un métier où la charge, l'intensité, l'implication humaine est une composante majeure dans le réalisé que l'on offre à son client. Je passe ma vie sur le carrelage. Pourquoi? Parce que je vois ce que le client voit. Et si un geste d'un employé a été plus ou moins bien fait, ça va avoir une interaction sur ce que le client va vivre. Est-ce que le produit est au bon endroit? Est-ce que le prix est bien en dessous? Est-ce que l'exécution du prix a été bien faite de telle manière que je comprends que c'est bien le troisième produit qui est à moins 50? Chaque geste de chaque personne dans cette grande famille qu'est le commerce a une conséquence sur ce qu'on donne à vivre au client. Si on commence déjà par éliminer tous les irritants, c'est-à-dire tout ce qui est la conséquence d'un mauvais geste, pas volontaire, mais parce qu'on est moins impliqué, parce qu'on le fait à moitié, parce que tout en haut de la pyramide, il y a un mec brillant qui a inventé un truc que lui seul comprend, mais quand ça arrive tout en bas, plus personne sait ce qu'il a voulu faire, et chacun réinterprète l'histoire à sa façon, et ça produit une situation, et Dieu sait que j'en fais mon miel, parce que je ne fais que raconter ça pour une bonne part, parce que je suis assez convaincu de la capacité à inspirer le retail par l'absurde. C'est-à-dire, regardez les gars, ne faites pas ça, je fais ça tous les samedis, ça s'appelle Samedi Conso, ça fait 20 ans que je le fais, et mes livres, tout ce que vous voulez là-dessus, parce que je suis persuadé que dans ce métier où il y a une forte composante humaine, parce que chaque geste a une importance, démontrer par l'absurde ce qu'il ne faut pas faire est une façon de dire ce qu'il faudrait mieux faire. Et c'est ça quand je dis commençons par chasser la connerie naturelle. Commençons par éliminer tous ces trucs qui produisent des irritants, ça sera déjà énorme. Le seul mec qui était obsédé comme je le suis de ça, c'est Rémi Bétier, qui était le patron de Carrefour pendant 3 ans en France et qui est maintenant parti en Angleterre chez Morrison, qui a compris, parce qu'il est fait de ce bois-là, je pense qu'on est fait du même bois en la circonstance, que chaque fois qu'on enlève un irritant en magasin, on accroît mécaniquement le taux de transformation sur une intention que le client avait d'acheter et qu'il va plus ou moins conforter parce que tout se passe bien ou pas. Parce que si vous avez prévu d'acheter un produit et que quand vous êtes face à ce produit, face à ce rayon, vous comprenez pas l'offre, vous comprenez pas le prix, il n'y a pas l'étiquette, enfin que sais-je encore, il y a une partie d'entre nous qui ne transformons pas l'intention d'achat. Alors que si on enlève l'irritant, mécaniquement, on améliore le taux de transformation. Donc en fait, la chasse aux irritants, c'est la croissance en magasin comparable. Sans même investir 1 € de tech, d'IA, de je sais pas quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec l'IA. Bien sûr qu'il y a énormément à faire. Par exemple, je trouve que les sujets autour de la computer vision, qui sont une façon d'utiliser de l'IA, c'est-à-dire par exemple de pouvoir mettre des petites caméras partout qui regardent le rayon d'en face et qui disent le rayon est vide, alors que je sais, parce que dans le système d'information, je sais que le produit est en stock dans le magasin, ça génère une alerte vers l'employé concerné, mais on ne peut pas être contre. Voilà, je ne suis pas négationniste par principe de l'IA, je suis juste dans la hiérarchie des choses. C'est-à-dire qu'il y a des améliorateurs qui coûtent rien. Parce que je vous rappelle quand même que quand un employé fait un geste, bien ou mal, il a le même coût le geste. C'est quand même dommage. Parce que s'il le fait mal, ça génère un irritant, donc ça abaisse le taux de transformation, et s'il le fait bien, ça rend, pour cet exemple-là, le parcours sans couture. Ça n'a rien coûté les gars. Donc c'est bien pour ça que dans la hiérarchie, ça fait vieux con. Mais c'est pour ça que j'étais en symbiose intellectuelle avec Rémi Bétier chez Carrefour quand il est arrivé, parce que Carrefour va être la digital native et compagnie, enfin tout ça, ok, très bien, très bien. Commencez déjà par enlever tous les irritants sur le terrain. Commencez par ça. Retour au basique et nettoyer les mauvaises habitudes et les mauvais gestes. Il y aura forcément besoin de mettre de l'IA, pas de problème avec. Je suis pas technophobe, mais je suis carrelage-fil. C'est ça la différence. Et je préfère être carrelage-fil que technophile. Ce qui ne veut pas dire que je suis technophobe. Olivier, maintenant, et pour conclure un peu sur cet épisode-là de Retail Squad, des choses un peu plus personnelles, si vous voulez bien les partager. Quels sont vos projets, vos prochaines initiatives? Vous avez écrit des livres, par exemple? Est-ce que vous êtes dans un projet de ce type-là? C'est quoi l'actualité d'Olivier Dauvers pour les prochains mois?
Alors, j'ai un projet de vie et des projets, et je les hiérarchise. D'accord. Comme je l'assume et je le revendique régulièrement, j'ai un seul projet de vie, c'est épouser Madame Dover. Elle le sait, j'en profite pour le redire. C'est une œuvre au très long cours. Non, mais tout ça pour dire que ma vie n'est guidée que par mon bonheur. Donc là, il y a une quête, voilà, certains savent, et il y a autour de ça des projets qui m'animent au quotidien. Et donc, tous ont comme point commun, c'est pour ça que je commence par ce sujet très très perso, parce qu'en fait, ma vie pro et ma vie perso, c'est la même chose. C'est juste ça. Et donc, ce n'est drivé que par le plaisir et le bonheur que j'y prends. Le jour où j'en prendrai plus, je ferai autre chose, ou j'arrêterai de bosser, ou je serai mort. C'est pas grave. Moi, je suis fondamentalement prêt au dernier souffle parce que j'ai construit toute ma vie en voulant me faire plaisir de la première minute de mon lever à la dernière minute de ma journée. Voilà. Et que si d'aventure, il y a des choses qui m'ont fait chier, je me débrouille pour qu'elles ne réapparaissent pas dans les autres agendas des autres journées. C'est aussi bête que ça. Et donc, en réalité, je trouve que, alors, il y a des tenants qui ont théorisé le bonheur à la place du PIB. À titre perso, je partage évidemment totalement cette idée que la richesse devrait se mesurer plutôt par le bonheur procuré et les externalités épanouissantes que procure chaque activité, plutôt que par les externalités financières. Voilà. Mais j'ai aussi l'humilité de dire, je suis pas sûr d'être majoritaire, et en plus je saurais même pas comment le faire. Donc, j'en emmerde personne avec mes grandes théories, parce que je pourrais faire de la politique, je pourrais défendre ça. Bien sûr. Je m'en sens ni capable, ni légitime, et probablement extrêmement loin, d'être majoritaire, à part peut-être de vivre 2000 ans, ce qui est a priori pas dans mes projets, que je me dis, ben voilà, je vais faire à mon échelle, et tant qu'on le fait d'une manière qui est dans le cadre civilisé, c'est-à-dire de la loi, de la relation aux autres, j'ai le droit de chercher le moindre emmerdement possible et le maximum de bonheur possible, tant que je le fais au détriment de personne. D'où l'utilité de l'entrepreneuriat. Et je reviens là-dessus. Je ne l'ai pas théorisé comme ça au début, mais aujourd'hui je suis capable de le théoriser. L'entrepreneuriat, c'est l'émancipation de la hiérarchie, ça tout le monde le sait, au service de sa quête ultime. Et chacun met la quête ultime comme il le veut. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui montent des boîtes pour avoir des millions. Je n'ai pas de problème avec ça, ou pour diriger des milliers de personnes. J'ai zéro problème. Mais qu'on me laisse faire ma quête, qui est de dire, moi, je veux être heureux dans ce que je fais. Et d'ailleurs, pour que ça soit très clair, mes associés, je devrais pas le dire fiscalement, je sais pas, mais je m'arrangerai le jour venu, ça leur a rien coûté d'être associés. Ouais, d'accord. C'est mon problème. Ah oui. C'est mon problème. Ils sont plus investisseurs, quelque part. Je n'ai que, je sais plus, je crois que c'est 60% de ma boîte, et mes 3 associés ont la différence. Oui, ils bossent. C'est mes associés au sens, ils bossent comme moi. Alors, on les connaît pas parce que, hors dans notre écosystème B2B, parce que ce sont d'anciens rédacteurs en chef de linéaire, mais par exemple, dans les conférences, ou dans les médias, ou sur M6 RTL, puisque c'est mon groupe, c'est là où je bosse en tant que monsieur Conso. C'est moi un titre personnel, mais dans les faits, ils font le même métier que moi. Parce que lorsque j'ai monté ma boîte, je l'ai montée seul évidemment, au tout début, parce qu'il y a bien un jour où on part tout seul, et j'ai même refusé que des gens qui sont des amis proches puissent me donner de l'argent pour le faire. Parce que souvent on dit, tiens, je vais faire le tour de mes potes pour avoir 1000 balles, 2000, enfin peu importe. Mais pourquoi je voulais pas? Parce qu'à partir du jour où je les faisais rentrer dans le capital, je perdais ma liberté par rapport à eux. Parce que si je décidais de faire quelque chose qui coûte de l'argent à l'entreprise, sans que je sois capable de justifier que ça le vaille à court terme, je les pénalise en termes de dividendes. Bien sûr. Et si c'est mes amis, j'ai pas envie de les baiser. Voilà. Aujourd'hui, mes associés sont avec moi, ils sont investis dans le capital, et à un coût qui fait qu'ils peuvent pas me reprocher d'avoir du résultat. Et après, ben, si ça sert la cause collective, j'ai un vice qui est la sape, les fringues, la mode. Voilà, où effectivement, je pense que je suis un bon client de mon tailleur. Et je revendique et je l'assume, ça fait partie de mes frais professionnels. Quelque part, j'appauvris mes associés en utilisant ça eux. Sauf que désormais, même mon expert comptable, il en a convenu avec le temps. Il a mis quelques années pour s'en convaincre que ça servait la cause de l'entreprise. Oui. Parce que finalement, c'était moi. Bah oui, et donc, c'est la marque. Oui, mais ça n'a pas été construit comme ça. Mais si ça a participé à ça, bah ouais, mais ouais, quand j'achète une nouvelle veste, c'est mes associés qui en payent un bout. Et vous voyez, je suis totalement détendu. Mais on peut en discuter. Ouais. C'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et on est capable d'aller à l'autre bout du monde avec mes associés, parce qu'on le fait régulièrement. Une semaine, 10 jours, visiter des magasins à 4. On est missionné par personne. Ça nous coûte une blinde. Et je demande même pas à la fin du voyage combien ça nous a coûté. Parce que je m'en contrefous. On peut le faire, on le fait. L'expérience montre que quand on est, par exemple, aux États-Unis... L'exemple du château Yquem. Oui, c'est pareil. Ouais. Moi, je veux pouvoir aller avec mes associés, une semaine aux États-Unis, voir des magasins, sans savoir avant de partir ce qu'on va produire. Parce que c'est ça, la liberté. Parce que si on se dit,
on part, mais il faut ramener 2 pages pour ça, il faut ramener une vidéo sur ça. C'est plus la liberté. C'est la différence fondamentale avec mes camarades de la presse classique, c'est que, et je les comprends, ils sont capables de missionner un journaliste pour aller faire un sujet, je sais pas où, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, mais au moment où il parle, le mec, il sait qu'il doit produire, parce qu'il est redevable vis-à-vis de sa boîte. Mais mes associés et moi, on est redevables à qui? À nous, donc à personne. Eh bien, je vous propose qu'on mette le mot de la fin sur ce point final. Le point final là-dessus. Et encore un grand merci pour ce moment partagé. C'était passionnant et très très intéressant. Merci. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Retail Squad.